Comme entrepreneur, est-ce que j'utilise ChatGPT et d'autres intelligences artificielles? Bien sûr que oui. C'est vraiment un incontournable aujourd'hui. Je te raconte comment j'y suis arrivée, pourquoi et comment je l'utilise aujourd'hui. Dans cet épisode, je te raconte comment j'en suis arrivée à utiliser l'intelligence artificielle pour mon entreprise, qui m'en a parlé, comment je l'utilise, et pourquoi tu devrais t'y mettre aussi si tu es indépendante. Ça t'intéresse? Eh bien, à tout de suite! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast pour des femmes, par des femmes. Je m'appelle Cécile Hazard, j'accompagne des personnes depuis 2001. Je l'ai d'abord fait comme religieuse dans un monastère pendant 17 ans. Aujourd'hui, je continue à accompagner comme coach en intégrant les différentes dimensions de la personne, corps, âme, esprit. Plus de vie, c'est une thématique par saison où j'alterne des interviews et des épisodes solo pour approfondir le sujet. Dans cette saison 2, nous parlons de liberté financière. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'argent et de culture suisse et cassé quelques idées reçues sur la question avec Vanessa Drose. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même direction en parlant du dernier monstre sacré, le nouveau Voldemort, j'ai nommé l'intelligence artificielle. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast si tu ne l'as pas encore fait. Tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu choisis ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi t'abonner à mon Insta, Cécile Hazard, A-Z-A-R-D, coach plus de vie. Et m'écrire à cécile@coachplusdevie.com. Bonne écoute! Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. J'appartiens à une association composée majoritairement de personnes plutôt retraitées, voire beaucoup plus âgées que juste le début de la retraite. Et face au défi du renouvellement humain et au vieillissement des membres, ce sont eux-mêmes qui ont posé la question: est-ce que l'intelligence artificielle ne serait pas une solution pour ne pas perdre tout ce que nous avons accumulé comme expérience depuis des années? Et du coup, nous sommes en train d'y travailler. Alors bien sûr que oui, en tant qu'entrepreneur, j'utilise l'intelligence artificielle. Comment je suis arrivée à le faire? J'appartiens à divers groupes d'entrepreneurs. Une de premières à m'en avoir parlé est Emmanuelle Gaillardy. J'ai fait un épisode avec elle dans mon podcast qui s'appelle Pulvériser le plafond de verre avec Emmanuelle Gaillardy. Je vous mets le lien en description. Et voilà, elle anime un groupe plutôt d'entrepreneurs féminins. Et c'est une des premières à m'en avoir parlé dans ce groupe, en nous encourageant à l'utiliser, à vraiment explorer, nous inscrire et explorer les possibilités en 2020 a priori. Et un peu de manière en même temps, je faisais partie à l'époque d'un mastermind avec notamment Vincent Leclerc et Anthony Delors, et eux-mêmes m'ont aussi encouragé à ouvrir un compte ChatGPT, et c'est là que j'ai commencé à le faire, à créer un compte et à l'utiliser au tout début, quoi. Donc les balbutiements. Donc ça a été petit à petit un apprentissage d'ouvrir ce nouveau monde qui m'était très inconnu, car je suis pas du tout geek moi, et je m'y suis mise petit à petit. Plus récemment, mon frère m'a encouragé, il y a plus d'1 an maintenant, mais à prendre la version payante de ChatGPT. Il m'a dit essaye un mois, de toute façon c'est 22 € d'investissement, et tu as un assistant personnel qui t'aide, à qui tu peux poser toutes tes questions, et moi j'étais déjà contente de la version gratuite, mais la version payante était beaucoup plus efficace de fait. Donc ça, quand tu ne peux pas, par exemple en tant qu'entrepreneur, avoir une assistante personnelle, avoir une responsable de com, avoir quelqu'un qui répond à tes questions, là pour 22 € par mois, tu as une assistante personnelle qui ne fait pas le café, mais est quand même assez efficace sur beaucoup de domaines. À partir du moment où tu apprends à l'utiliser, tu crées différentes conversations, tu vas creuser des sujets, tu la formes en fait l'IA, tu lui dis, c'est un peu comme un stagiaire à qui tu dis les choses, je veux ceci, je veux cela, par exemple pour moi en com, je veux que tu tutoies mon audience, je veux que tu
sois très concrète dans tes exemples. Enfin, voilà, je lui ai appris comment je veux qu'elle parle aux personnes à qui je m'adresse. Il y a quelques mois, j'ai suivi une conférence avec Jérôme Caudrelier qui se trouve à Caen et qui crée des intelligences artificielles pour les entreprises et qui m'a ouvert, j'avais déjà entendu parler du chat, c'est-à-dire Mistral, c'est une intelligence artificielle créée par Mistral, une entreprise française, avec une partie des financements quand même bien sûr américain, mais aussi européen, et lui nous a encouragé à utiliser plutôt Mistral et le chat, en disant on soutient aussi la question de la souveraineté européenne, et dans le contexte actuel, c'est pas négligeable. Donc là, j'envisage par exemple d'utiliser Mammouth, qui est une IA qui va reprendre diverses IA, dont Mistral, pour ne plus nourrir ChatGPT, qui est une IA américaine, mais plutôt nourrir les IA européennes, même si bien sûr ils utilisent aussi ChatGPT en fond, voilà. Mais c'est un grand mélange, mais c'est aussi essayer d'avoir des choix éthiques à travers ça. C'est vrai que bien sûr que je vais aborder à un moment la question éthique, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle utilise énormément d'énergie, donc stay tuned, je vais en parler plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors, quand même, petit disclosure, je ne suis pas une spécialiste de l'IA, on parle d'IA de manière un peu globale, mais c'est souvent des raccourcis de langage dont les spécialistes vous diraient que ce n'est pas de l'IA. Je vais plutôt parler, moi, de comment on coach l'IA. Le prompt, le script, la conversation sur différents sujets, j'en ai un petit peu parlé, mais pour moi, c'est ça qui est important, c'est de coacher l'IA. Pour une coach, c'est pas forcément étonnant. Qu'est-ce que j'utilise ? Donc pour l'instant, je vous disais, j'utilisais surtout le ChatGPT. Là, je me suis mis depuis quelques semaines à utiliser plus le chat et Mistral. Il y a plein d'IA existantes. Bien sûr, on parle de Perplexity pour tout ce qui est citation, qui est plus précise. J'ai fait des essais de génération d'images avec Leonardo.ai. Franchement, j'ai pas été convaincue, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas graphiste du tout, j'ai pas le temps non plus de m'y investir. Je trouve que ChatGPT sur ce domaine a fait des progrès. Là, j'ai généré une image justement pour faire IA Ian, là, pour illustrer ma newsletter, et j'ai trouvé que il était mieux que précédemment, c'est-à-dire qu'il est capable de garder une image maintenant et de la modifier, alors qu'avant, il y a ne serait-ce qu'un an et demi, il n'était pas du tout capable de faire ça. Donc je pense que l'IA monte en compétence aussi en faisant. Pour du travail sur l'image, ça demande en effet du travail et de la compétence. Je vous recommande fortement Thomas Charpentier, un collègue coach qui est aussi graphiste, qui est très bon en com, et d'aller le suivre sur LinkedIn. Je vous mettrai ses liens en description, parce que là, c'est quelqu'un qui prend le temps de travailler toutes ces questions des images et qui est très bon, qui fait des superbes images et qui a en plus beaucoup d'humour. Donc voilà, il y a des fois, il faut aussi faire appel à d'autres spécialistes qui savent mieux utiliser des IA spécifiques, comme tout ce qui concerne les images. Franchement, les IA sont en évolution. Donc moi, je l'ai vu là par rapport aux images. Je trouve qu'aujourd'hui, ChatGPT est meilleur qu'il y a 1 ou 2 ans, donc ça progresse. Après, moi j'ai déjà utilisé Logo Creator, et j'ai fait plusieurs logos, un pour mon site internet sur Compostelle. J'ai aussi créé le logo de la paroisse à partir d'une photo que j'avais d'une vierge pour le nouveau site internet, et c'est vrai que c'est assez bluffant et rapide. Alors forcément, des graphistes, ça peut être dur pour eux, parce que c'est différent de créer un graphe soi-même et de voir l'IA qui fait ça en clic, un quart de seconde. Donc en effet, ça a quand même des conséquences aussi humaines pour certaines personnes, de voir des métiers qui disparaissent. C'est aussi vrai pour tout ce qui est rédaction et création de contenu, où l'IA peut faire des articles très rapidement, peut écrire à la manière d'eux. À partir du moment où vous lui donnez un petit peu comment vous écrivez, elle est capable de reproduire, de vous proposer des choses, et on gagne énormément de temps à juste modifier, réécrire,
redonner un caractère personnel à partir de ce que l'IA a fait, que de tout écrire soi-même, quoi. Donc c'est une réalité, donc c'est important d'en avoir conscience. Comme entrepreneur, je l'utilise comme un assistant virtuel un peu, à qui je peux poser toutes mes questions dans différents domaines. En gestion, je pose des questions sur le contrat, sur les points d'organisation du temps, pour des outils de coaching qui sont très bateaux. Là, je suis en train d'écrire un article sur la pyramide de Maslow, qui existe quand même depuis longtemps. Pour des outils de coaching comme ça, bateau, utiliser l'IA pour qu'elle te fasse un peu une trame, et toi, après, tu modifies les choses. C'est un gain de temps aussi. Le but, c'est pas d'inventer des choses, c'est de repartir sur des choses qui sont déjà connues. Et c'est vrai que l'IA a cette capacité de synthèse et d'adaptation en fonction de ce que tu lui donnes, encore une fois, comme critère. Ça m'a permis aussi d'aider à faire des trames d'organisation d'ateliers ou de formation. Les formations, il y a des sujets un peu spécifiques, des manières d'écrire. Tu donnes un peu tes critères, encore une fois, et l'IA te propose des choses que bien sûr tu peux modifier, mais ça permet facilement de gagner du temps en fait, en n'ayant pas tout à faire toi-même. J'utilise pas mal en création de contenu pour des articles LinkedIn, donc j'ai un petit peu déjà formater mon IA par rapport à ça, et donc je lui ai dit un petit peu ce que je veux, et elle m'aide à rédiger en fonction de l'idée que je lui apporte et les points importants que je veux mettre en valeur. Donc c'est un gain de temps, encore une fois, t'as plus qu'à relire, à modifier quelques points, mais c'est beaucoup plus rapide que de faire toi-même tout. Je vous l'ai déjà dit, pour les créations d'articles, des fois c'est aussi, j'ai des idées moi sur des sujets, mais par exemple, je voulais faire quelque chose sur la santé mentale. J'avais besoin de certaines données. Alors, je lui demande d'aller me chercher les données, par exemple pour la santé mentale en France. Et je lui demande les sources aussi, parce que des fois, il faut aussi savoir que l'IA a des hallucinations. Ça veut dire quoi, hallucination ? C'est pas qu'elle a des visions, mais presque. C'est-à-dire que l'IA fonctionne par la collecte de données, et que des fois les données qui sont sur Internet sont parfois fausses, et qu'elle fonctionne aussi par statistique. Donc du coup, des fois, elle invente des choses. Donc par exemple, il y a une étude qui a été faite que ChatGPT, qui est quand même une bonne IA par rapport à beaucoup d'autres, on a 19,5% d'hallucinations. Donc ça veut dire que 20%, donc quand même une chose sur 5 que l'IA te dit, et c'est des bêtises, ça n'existe pas, c'est faux. Voilà. Donc j'ai eu un bon exemple avec une bibliographie que j'ai fait faire sur l'anxiété généralisée, parce que plusieurs personnes l'année dernière, à l'automne, m'ont demandé des bouquins, des conseils de bouquins sur l'anxiété. Donc j'ai fait faire à l'IA, je me suis dit c'est un bon exercice. J'ai vérifié chaque bouquin, et il y avait plein de bêtises. Alors notamment parce que ChatGPT est aussi beaucoup fondé sur la partie anglophone, donc anglo-saxonne. Donc les sources sont beaucoup américaines, et aussi anglaises, mais beaucoup américaines. Et donc par exemple, il m'a créé, c'est-à-dire qu'au lieu, je sais pas, il y avait un bouquin d'américain, et donc il va me faire, il crée le titre en français, donc il l'a traduit, et il a mis une maison d'édition et une date d'édition, alors que ça n'a jamais été traduit, quoi. Donc des fois, il raconte des choses qui sont, le bouquin existe en anglais, mais il n'a jamais été traduit, et lui il met comme si ça a été publié chez Albin Michel en 2000, alors que ça n'existe pas, quoi. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, qu'il faut vérifier en fait les données, et que, par exemple, pour ce qui est des sources, Perplexity est beaucoup plus fiable. Donc c'est intéressant d'aller vérifier les choses, de ne pas prendre tout ce que l'IA te donne pour argent comptant, parce qu'il y a aussi des bêtises qui sont mises, donc c'est intéressant de vérifier les choses. Un des autres points que m'apporte l'IA sont les réflexions sur mon activité. On a tous des blind spots, des points aveugles, et le pouvoir échanger sur des sujets, ça m'aide à avoir une réflexivité différente. Je le fais aussi avec des vraies personnes, chez mon mastermind toutes les semaines, et puis d'autres lieux de rencontres d'entrepreneurs. Mais c'est intéressant d'avoir l'IA qui te met en avant d'autres choses. Voilà. Alors, c'est quoi la différence avec une recherche Google ?
L'IA fait la synthèse de toutes les réponses pertinentes. La synthèse, c'est une de ses forces, je trouve, assez impressionnante. Après, voilà, du point de vue éthique, moi c'est vrai que j'essaye de faire des recherches Google parce que je sais, dans la mesure du possible, parce que je sais que, par exemple, une date de naissance de quelqu'un, les dates de quelqu'un, je vais faire une recherche Google parce que ça utilise beaucoup moins d'énergie. Je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais il me semble que Jérôme Caudrelier disait c'est comme si on utilisait une centrale nucléaire pour faire avancer un vélo, quoi. Donc selon ce qu'on a comme recherche à faire, c'est pas forcément pertinent de toujours utiliser des intelligences artificielles alors que on pourrait juste faire une simple recherche Google, voire une recherche dans le dictionnaire, enfin voilà. On peut aussi utiliser ce qui existait avant et je trouve ça aussi éthique de le faire, surtout quand on sait la consommation d'énergie que ça représente. Pour l'intelligence artificielle, on vous l'a sûrement déjà dit, ce qui compte énormément, c'est le prompt. Hein. Donc, par exemple, je parle à un créateur de contenu spécialisé dans le copywriting pour LinkedIn, et je parle à un conseiller juridique spécialiste du statut d'auto-entrepreneur en France. Je parle à... Enfin voilà, donc c'est créer différentes conversations avec des sujets spécifiques. Emmanuel Garadi parlait d'éduquer l'IA. Personnellement, je parle plus d'être le coach de ton IA, de lui poser des bonnes questions. Un bon coach, ça pose des bonnes questions. Et en fait, si on n'est pas content de la réponse, des fois, c'est parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Voilà. Et je pense que c'est vrai pour le coach et c'est vrai aussi pour l'IA. C'est que l'IA peut pas, contrairement à ce que le mot dit, c'est-à-dire qu'on entend IA et on entend intelligence artificielle. En fait, l'IA n'est pas intelligente. La personne intelligente, c'est toi. L'IA, c'est une collecteuse méga de données. Voilà ce qu'elle fait. Et elle n'est pas forcément capable de voir le vrai du faux dans les données qui lui sont transmises. Donc c'est à toi de lui poser les bonnes questions, c'est à toi de l'éduquer, c'est à toi d'être son coach pour obtenir ce que tu veux, toi. Voilà. Alors j'ai demandé au chat donc de me répondre sur les questions éthiques en fait liées à l'IA. Donc je vais te transmettre ce que le chat m'a transmis. Donc le premier point, c'est automatisation et emploi. L'IA peut optimiser le travail, mais aussi remplacer certains métiers. Donc l'enjeu est de trouver un équilibre entre innovation et maintien de l'emploi. Prise de décision et responsabilité. Une IA qui oriente les décisions pose la question de la responsabilité en cas d'erreur. Peut-on s'en remettre entièrement à une machine pour prendre les décisions ? 3 petits points. Biais et discrimination. Les algorithmes ne sont pas neutres, ils peuvent reproduire et amplifier des discriminations. Quatrième point, protection des données et vie privée. L'IA collecte et analyse d'énormes volumes de données. Comment garantir la transparence et le respect des règles ? RGPD, Mistral... pour info, essaye de justement rentrer dans ce respect des données que nous avons en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Donc utiliser Mistral plutôt que ChatGPT, c'est aussi un choix par rapport à ces questions. Autre point, dépendance et perte de créativité. Automatiser, c'est bien, mais jusqu'où l'IA peut-elle limiter la capacité des entrepreneurs à innover et à prendre du recul ? Parce que l'IA, elle part que du connu, de ce qui a déjà existé. Donc ça limite le fait d'être créatif, et là, pour le coup, c'est une des forces de nous-mêmes, d'être capable d'être créatif par nous-mêmes. Autre élément très important, l'impact environnemental. Comme je vous le disais, chaque requête d'IA demande énormément d'énergie. L'entraînement de modèles d'IA comme ChatGPT, Mistral a une empreinte carbone très élevée. Hein. On estime que cet entraînement, par exemple, consomme autant d'énergie qu'une centaine de vols transatlantiques. Voilà, donc c'est énorme. Et pour chaque requête d'IA, la consommation énergétique varie entre 2 à 10 fois celle d'une recherche Google. Donc déjà, une recherche Google consomme de l'énergie. Et selon la complexité du traitement, la consommation d'une requête IA peut consommer encore plus. Donc, conclusion du chat, hein, l'IA est un levier puissant pour les entrepreneurs, mais son utilisation doit être consciente et réfléchie en prenant en compte ses implications sociales et environnementales. Voilà.
Autre point important à savoir, selon l'IA que j'utilise, avoir conscience qu'il y a un modèle derrière. L'IA est créée par quelqu'un, hein, elle est créée par des êtres humains, et donc qui vont donner un peu leurs règles à l'IA. On sait que ChatGPT, voilà, c'est créé par les Californiens, donc plutôt des hommes jeunes, blancs, voilà, de milieux favorisés, par exemple. Donc ça crée aussi une forme de pensée, des valeurs qui correspondent à ce type de personnes. Si on prend l'IA chinoise, par exemple, bon, bah, elle a été formatée avec l'idéologie qui va avec. Et donc, par exemple, si vous faites une requête sur le massacre des étudiants sur la place Tiananmen une certaine année, eh ben, ça n'existe pas. Voilà. Parce que pour l'IA chinoise, on lui a dit que ça n'existait pas. Voilà. Donc c'est aussi important d'avoir conscience de ça, qu'une IA, c'est pas quelque chose qui sait de manière parfaite les choses, elle a été aussi créée par des êtres humains. Donc c'est important d'avoir conscience de cet élément. Personnellement, voilà, il y a des différents sujets que j'aimerais aborder. Moi, j'interviens à l'université sur le sujet de l'insertion professionnelle. Et c'est très marrant de voir la diabolisation de ChatGPT à l'université par beaucoup de professeurs et de dialoguer avec les étudiants. Donc moi, souvent, je leur dis, je leur parle de l'intelligence artificielle en parlant de Voldemort, car en effet, ils n'ont absolument pas le droit de l'utiliser. Et c'est très diabolisé, comme je vous l'ai dit. Et il y a une vision assez manichéenne des choses. Or, la plupart des étudiants. Alors, il y a une vision assez manichéenne, en fait. J'allais dire tous les étudiants, mais c'est faux. Il y a des étudiants qui sont tout à fait contre l'IA, aussi pour les raisons environnementales, leur engagement environnemental, et la peur de la collecte des données. Et donc ces étudiants-là ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc on a toute une génération de jeunes qui sont tout à fait contre tout ça, et d'autres qui l'utilisent à fond, qui font tout avec. Et puis à mon avis des profs qui sont aussi très naïfs sur la question, parce que tout en diabolisant, ils ne connaissent pas et ils ne vont pas dessus. Donc du coup, il y a beaucoup de naïveté, de méconnaissance sur la question. Donc moi j'essaye de leur faire utiliser ChatGPT, d'apprendre à l'utiliser. Quand je leur parle de prompt, généralement ils ne connaissent pas du tout. Voir comment ça peut les aider à réfléchir, les aider à voir d'autres choses qu'ils ne voyaient pas, à ouvrir des champs. Et pour moi, ça rejoint un article précédent que j'avais fait sur le fait que c'est comme tout, c'est la question de l'utilisation. Pourquoi je l'utilise, comment je l'utilise, et pas le fait de l'utiliser en lui-même. Je trouve ça très débile de ne pas utiliser dès l'université l'intelligence artificielle, dans la mesure où dès qu'ils vont travailler, ils vont l'utiliser. Donc on crée un gap entre le vrai monde et l'université. Donc je pense que c'est pas intelligent, et que pour moi c'est comment on peut apprendre à l'utiliser plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. Et de faire un espèce de truc manichéen où c'est pas bien d'utiliser ChatGPT, c'est très moralisateur. Donc oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, si on prend tout ce qu'elle dit comme argent comptant, ça peut rendre idiot, parce que c'est pas vrai en fait, mais par contre on a vraiment un devoir au contraire de former, d'éduquer pour savoir l'utiliser et apprendre à avoir un regard critique par rapport à ça. Voilà. Donc j'aime bien la chaîne L'Esprit Critique, qui aborde plutôt les questions politiques en montrant qu'habituellement les choses sont plus complexes que ce qui est présenté, et je trouve ça intéressant d'apprendre à penser la complexité plutôt que de faire des choses en blanc ou noir, qui est très moralisateur et très réducteur. Donc ça rejoint pour moi la question de tous les progrès successifs qui se posent. La création du travail en usine et de la mécanisation ont tué des métiers. Il en est de même aujourd'hui, on vit une révolution. C'est pas la révolution industrielle, mais c'est la révolution de l'intelligence artificielle. On ne peut pas non plus arrêter les choses. Après, on verra bien, hein. Peut-être qu'il y aura un arrêt brutal parce qu'on aura consommé toute l'énergie. On verra bien ce qu'il en est. Moi, c'est vrai que je suis arrivée à l'IA parce que j'ai écouté d'autres personnes. Donc c'est des vrais gens qui m'ont amené à aller à l'intelligence artificielle. Et je ne peux que vous encourager à y aller si vous n'y avez pas encore été. Pour moi, c'est comme tout outil, c'est
qu'est-ce que j'en fais, comment j'utilise, pourquoi j'utilise, et quelles limites je me donne aussi. C'est-à-dire ce que je vous disais, il y a des fois, si c'est pour chercher une date ou une référence biblique, je vais peut-être chercher dans ma Bible ou chercher ailleurs, même dans un dictionnaire, ou bien faire une simple recherche Google plutôt que directement utiliser l'IA si j'en ai pas besoin. Par contre, en tant qu'entrepreneur, ne pas utiliser l'innovation, c'est une erreur. L'innovation, c'est fondamental dans le développement entrepreneurial. Ceux qui ont cru que le train, c'était n'importe quoi, ces machines de fer ou bien le téléphone, ça servait à rien, ils ont fini par mourir. Ceux qui ont cru que la révolution industrielle n'arrivait pas et qu'on continuait à tout faire à la main, ils ont aussi fini par mourir. Donc rater une révolution, c'est rater, c'est tuer son entreprise en fait à terme, donc à plus ou moins long terme. Donc je pense que c'est intéressant d'être à l'affût de ces nouveautés, d'apprendre à les utiliser. Et pour moi, ça correspond aussi à une dynamique de l'entrepreneur qui est toujours d'apprendre. Voilà. On n'est pas, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas quelqu'un qui croit qu'il sait, mais quelqu'un qui est toujours dans l'apprentissage, dans la recherche, dans la découverte. Donc je vous souhaite une bonne découverte, et puis n'hésitez pas à me partager ce qui vous tient, ce que vous avez découvert ou les réflexions qui vous viennent suite à cet épisode. Buen camino! Dans cet épisode, je t'ai partagé mon utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment j'en suis venue à l'utiliser davantage dans ma vie de femme entrepreneur et les questions que cela a suscité. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, alors n'hésite pas à le lui partager. Toute cette saison 3 est consacrée à la liberté financière. Dans le prochain épisode, j'interviewerai Jacobsen, qui est conseillère en gestion de patrimoine et veut par là rendre ses clients heureux financièrement. D'ici là, buen camino!